c'est aussi faire de la politique sans faire de la politique. C'est vraiment être l'homme de l'ombre. Et sans être la figure qu'on va voir dans les médias, qu'on va voir à la télé, mais être par derrière. Soir des résultats des européennes, on est tous devant le grand écran qui a été monté, c'était à la mutualité pour la liste présidentielle. Là, on voit que le président de la République dit, avec l'article 16 de la Constitution, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, on s'est tous regardés. Et on s'est dit, oh mon Dieu, les téléphones se mettent à sonner, il y a des réunions de crise qui se mettent en place. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, surtout en politique, si tu ne partages pas sa vision, ça sera un conflit permanent. Oui, bah oui. Ça, je pense, c'est le truc le plus marquant de mon passage au Parlement, c'était d'avoir vu un 49.3 sur un aussi gros sujet. Par exemple, quand Elisabeth Borne quitte Matignon pour venir à l'Assemblée nationale, tu sens qu'il y a une tension qui monte, tu sens qu'il y a les journalistes partout, ça bouillonne de partout, ils posent des questions de partout. Tu sens le truc monter, tu te dis là, ça va être un moment un peu historique. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Bradley. Bonjour. Bienvenue sur Histoire de vie. J'ai super hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours, ton métier et comment on fait surtout son entrée dans des institutions qui sont quand même impressionnantes, telles que l'Assemblée nationale, le Sénat. Je sais pas pourquoi, mais connaissant de loin le personnage, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a une part d'audace dans tout ça. Il faut. En politique, il faut défoncer les portes, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, donc il faut y aller, faut croire en soi, faut croire dans son projet. C'est un milieu de requins, je me permets de le dire. Donc il faut montrer qu'on est aussi un peu pas un requin, mais qu'on en a dans le ventre. Qu'on a envie. Exactement, parce que sinon on passe à la trappe. C'est un milieu où les gens n'ont pas beaucoup de pitié, et donc si on ne montre pas qu'on en est capable, on passe facilement à côté de belles opportunités. Et surtout dans de grandes métropoles telles que Paris, avec énormément désolé de le dire comme ça, mais de fils d'eux. Exactement. Et c'est là où moi je suis quand même très content parce que je suis pas passé par Sciences Po, j'ai pas un père qui finance un parti politique, mais j'ai quand même réussi à défoncer les portes et à me faire une place dans ce milieu. Tu vas nous expliquer dans tous les cas étape par étape comment tout ça s'est déroulé. J'avoue que je sais pas vraiment en fait c'est quoi être attaché de presse et c'est pour ça attaché parlementaire. Lapsus un peu révélateur parce qu'il y a un peu de ça aussi. Vous êtes chargé de com, attaché de presse également. Tu vas nous expliquer dans tous les cas, mais j'imagine que c'est un métier qui est bien plus complexe qu'on ne peut l'imaginer, nous médias, je veux dire. Oui, c'est assez complexe. Pour résumer le métier, moi j'ai quelque chose que je dis. J'espère que les hommes politiques ne prendront pas ça de façon péjorative, mais l'attaché parlementaire, c'est un peu la nounou d'un élu. C'est qu'on est amené à tout faire, mais vraiment tout, gérer les agendas, gérer la communication, gérer les déplacements, et il y a aussi une grosse partie, ce que nous on appelle le législatif justement, donc au Parlement, où on participe donc à la rédaction des amendements. C'est les députés, les sénateurs, lorsqu'ils sont élus, le pouvoir qu'on leur donne, c'est de pouvoir amender des textes de loi. Et en fait, c'est au travail de l'attaché. Et moi, j'ai eu de la chance de faire le collaborateur législatif chargé de communication, comme c'est ma casquette première, la communication. Voilà. Ok, donc ce qu'on doit comprendre, je grossis un peu le trait, mais quand les parlementaires font un petit peu les stars à envoyer aux médias ou à communiquer des choses, il y a toute une équipe en fait derrière qui a travaillé sur cet amendement. Bien sûr. Donc là, par exemple, moi je travaillais pour le sénateur de la Réunion, Stéphane Foissin, oui. Qui a été nommé rapporteur de la Commission des Finances, enfin rapporteur des Outre-mer, de la mission Outre-mer à la Commission des Finances. Et donc, il y a toute une équipe. Il y a la partie technique où on prépare les échanges en commission sur les sujets très techniques. Et puis, il y a le communicant donc de l'équipe qui lui prépare donc les communiqués de presse, la communication sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a, comme je disais, le collaborateur en circo qui lui se charge de communiquer auprès des élus locaux, donc les maires, les adjoints aux maires, pour expliquer le travail qui est fait à Paris. Ok, bon, on va revenir sur tout ça pour
vraiment comprendre comment est-ce que tu t'es retrouvé là. Maintenant, j'ai envie qu'on apprenne un petit peu à te connaître parce que moi, je t'ai connu, on était étudiants à l'université. C'était il y a 10 ans, je crois. On va pas trop se vieillir quand même. C'était il y a... C'est clair. Je suis parti il y a 6 ans maintenant. C'était il y a 6 ans. Exactement. Ok. T'es étudiant à la fac et là, t'es parti. T'as intégré quelle école? Comment est-ce que t'as fait pour défoncer les portes comme tu dis? On a envie de tout savoir. Qui est Bradley Chan? Eh ben alors Bradley Chan, c'est un jeune homme ambitieux et déterminé, voilà. Lorsqu'on était à la fac, justement, j'ai eu la chance de participer à un petit concours de Mister qui avait été organisé à l'époque par l'école de gestion et de commerce de La Réunion. Et moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans les médias. Mon gros rêve, c'était, je pensais que je deviendrais le Anna Wintour du Vogue parisien. Je voulais devenir rédacteur en chef pour un magazine de mode. Et donc, après ce concours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des journalistes locaux. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée au GIR en tant que stagiaire. Donc, j'ai commencé en tant que stagiaire au Fait divers. Et puis eux-mêmes, ils ont vu que mon style d'écriture et les sujets qui m'intéressaient, c'était pas forcément les faits divers, c'était plus des sujets culturels en lien avec la mode, l'art, la culture. Et donc à un moment, moi j'ai voulu reprendre mes études, donc partir à Paris pour faire un master. Et c'est là où donc ils m'ont proposé de devenir correspondant pour eux, pour le Femme Magazine, qui est le magazine féminin du GIR. Et donc voilà, donc je suis arrivé à Paris en tant que journaliste, correspondant pour le GIR. Et puis j'ai repris mes études. Je voulais faire de la publicité, parce qu'en gros on m'avait dit, justement, il y a mon tuteur de stage au GIR m'avait dit: tu sais écrire, tu comprends le métier de journaliste, et pour devenir rédacteur en chef, maintenant, il faut que tu comprennes la communication et les médias. Parce que le travail du rédacteur en chef, c'est surtout comprendre les bonnes séquences. Quand est-ce qu'on peut sortir un sujet? Quand est-ce que c'est intéressant de parler de tel sujet? Ouais. Et donc, je me suis inscrit dans une école de communication qui s'appelait l'ISEFAC. Sauf que la publicité ne m'a pas plu. C'était un milieu je comprenais pas vraiment ce milieu qui est un peu à part dans les médias, on va se dire. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire un master en communication politique et en affaires publiques. Et en parallèle, comme les ultramarins à Paris ne sont pas très engagés au niveau de la politique, il y a pas beaucoup d'ultramarins dans la politique à Paris. Je vais me permettre de le dire, le parti présidentiel, voilà, le parti d'Emmanuel Macron à l'époque recherchait des ultramarins pour participer au projet, au programme et donner un point de vue. C'est là où je dirais pas qu'on est venu me chercher, mais j'étais là au bon moment. Alors comment ça s'est fait? Parce que là, tu restes un peu vague, tu vois, tu nous dis, t'étais là au bon moment. Concrètement, qui est venu te voir et qu'est-ce que cette personne t'a dit? Alors, qui est venu me voir? Alors, on va retourner un peu en arrière. Lorsque j'ai fait le concours Mister étudiant, il y avait un collaborateur de la mairie de la Possession qui était là. Et dans mon discours, j'ai dit que mon plus grand rêve, ma plus grande ambition, c'était de devenir le premier ultramarin au ministère de la Culture. Et il était là le soir de ce discours, et je dirais pas comme par hasard, mais quand je suis arrivé à Paris, il est aussi arrivé à Paris en même temps. Et lui, il est devenu conseiller pour un ministre. Et c'est là où il m'a dit, écoute, je sais un peu quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu représentes un peu de cette jeunesse qui veut s'émanciper, qui veut y aller, qui n'a pas froid aux yeux. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les sujets ultramarins pour le parti présidentiel, avant les présidentielles. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis rentré dans le parti, on a fait la campagne des présidentielles, j'étais à la communication justement pour les Outre-mer. Donc lorsque le programme du candidat est sorti, moi mon travail c'était de garder le lien avec les journalistes pour entretenir et les nourrir sur le programme. Et comment tu vivais ce moment-là? Parce que c'est vrai que Bradley de l'île de la Réunion qui se retrouve comme ça du jour au lendemain à suivre un peu les pas des candidats à l'élection présidentielle. Comment est-ce que toi tu vis à ce moment-là? J'ai envie de comprendre les émotions qui se passaient dans ta tête. J'étais très fier, je vais pas le cacher, très très fier. Il faut. Oui. Il faut. Des fois on a tendance un peu à le cacher. Je t'avoue, c'est un sentiment que j'ai. Par exemple, quand je rentre à La Réunion,
Je sais que les départements d'outre-mer ne sont pas très très favorables au président, donc c'est pas forcément quelque chose que je parle, dont je parle, pardon. C'est une expérience que je vis avec ma famille, Oui, je raconte ça à oui. ma famille, mais c'est pas quelque chose que je raconte forcément. Non, mais là, vraiment, faut qu'on comprenne, en fait, que au-delà des idées politiques, que ce soit du président ou des personnalités avec qui tu as pu travailler, il y a aussi ce côté où, t'es un jeune qui essaye surtout d'évoluer professionnellement. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est Exactement. pas tant pour qui tu travailles. Est-ce qu'on dissocie les idées politiques aux professionnels? Pour ma part, je ne peux pas le faire. Ah, Je pense que c'est pour ça que tu... Oui, là, je pense que lorsqu'on s'engage et qu'on veut travailler avec un élu, il faut d'une certaine façon partager un minimum de valeurs en commun, parce que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, surtout en politique, si tu ne partages pas sa vision. Ça sera un conflit permanent, sinon. D'accord. Oui, oui. Donc, maintenant que tu le dis, effectivement. Exactement. Donc oui, je pense qu'il faut impérativement avoir un minimum de valeurs en commun avec l'élu pour qui on travaille, Oui. parce que c'est notre quotidien. On fait ça. Moi, ça m'arrive des fois de rentrer à la maison à 2h du matin, parce qu'il faut aller négocier, ou alors quand c'est une période de crise et justement avec le décalage horaire, par exemple, avec les territoires d'outre-mer, on travaille jusqu'à très tard pour rester en contact avec les journalistes. Oui. C'est vrai qu'on reçoit à la rédaction des communiqués des fois à 2h du mat, ou des fois, je me dis, mais ils dorment pas. C'est ça. Ça dépend des périodes. Et justement, si on veut être engagé et plus ou moins bon dans ce qu'on fait, il faut partager, je pense, des valeurs en commun avec la personne pour qui on travaille. Oui, Sinon, je comprends. Sinon, on n'a pas d'envie de se réveiller pour aller travailler tous les matins. Je veux dire, il faut que ça fasse partie de soi aussi. Il faut que ça soit des valeurs qu'on va défendre. Et bien sûr, ça fait écho à ce que tu disais. Vous êtes une équipe, vous travaillez ensemble, donc ces idées, si tu n'y adhères pas forcément, effectivement, c'est intéressant. C'est un métier que tu connaissais avant de te retrouver dedans. Ma question est un peu bête, mais c'est vrai que attaché parlementaire, je suis pas sûre que si je me rends dans un lycée, les élèves sauront directement ce que ça veut dire. Oui, je connaissais le métier par rapport à l'intérêt que je portais à la politique. Comme je te disais, depuis que je suis petit, je regarde les débats à l'Assemblée avec mon grand-père. Il y a une série qui m'a beaucoup marqué aussi, et je vous conseille de le regarder, qui est Baron Noir. Sur Canal, je sais pas si je peux me permettre. Bien sûr. Sur Canal, qui explique un peu, avec une grosse partie de fiction, il faut le dire, mais qui explique un peu le travail de conseiller politique, ce qui est un peu aussi le rôle d'un collaborateur, parce qu'il doit expliquer, il peut conseiller par exemple à son élu une stratégie qui pourrait marcher, des choses comme ça. Et cette série m'a vraiment réveillé à ça, où je me suis dit en fait c'est hyper intéressant. C'est aussi faire de la politique sans faire de la politique. C'est vraiment être l'homme de l'ombre. Et sans être la figure qu'on va voir dans les médias, qu'on va voir à la télé, mais être par derrière, faire le boulot qu'il y a à faire par derrière. Je vais me permettre de le dire, les élus, lorsqu'ils sont élus, ils sont surtout la représentation. Ils représentent le peuple, ils représentent quelque chose. C'est pas pour critiquer le travail des élus, mais c'est surtout les collaborateurs, les attachés, qui font le gros boulot. Oui. De toute la rédaction, tous les échanges. C'est-à-dire que, exemple tout bête qui me vient en tête, une sénatrice qui a déposé un amendement au Sénat récemment, je crois, Audrey Bélim, qui a déposé un amendement qui stipule que les publicités concernant l'alcool, les publicités sur l'alcool doivent être taxées. Oui. Donc, cet amendement-là, elle l'a déposé au Sénat parce qu'évidemment, c'est elle la sénatrice. La sénatrice. Comment ça s'est passé en amont? Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les équipes de Madame Bélim, mais si je rapporte ce contexte à mon équipe, à moi. Juste pour qu'on se fasse une idée, en fait. Bien sûr. Donc voilà, il y a un projet de loi qui arrive au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Le sénateur prend en compte le texte, il voit le texte, et forcément il a des idées qui correspondent à ses valeurs, et il nous en parle. On fait une réunion et il nous dit voilà, moi j'aimerais bien, on va prendre l'exemple de Madame Bélim. Moi j'aimerais bien taxer les publicités pour l'alcool. Et donc le travail du collaborateur législatif, c'est d'aller regarder dans la loi ce qui existe déjà. Donc il faut avoir une petite connaissance du droit aussi, notamment constitutionnel. Et donc le collaborateur législatif, il va voir ce qui existe déjà là-dessus, et il va donc proposer une rédaction
pour modifier la loi, donc amender la loi. Ce qu'on appelle amender la loi, comme je te disais, c'est le seul pouvoir en soi qu'ont les élus parlementaires. Et donc le collaborateur législatif, il fait des échanges avec ce qu'on appelle des administrateurs de l'État, qui travaillent pour le Sénat ou l'Assemblée nationale et qui sont un peu les garants de la justesse de la justice, dans le sens où c'est eux qui s'assurent que ce qu'on écrit dans l'amendement corresponde et soit complètement en ligne avec notre Constitution. C'est faisable, quoi. Exactement. Si c'est quelque chose qui peut se faire dans une république démocratique comme la France, quoi. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Le collaborateur propose une rédaction au sénateur, et si ça correspond au sénateur, le sénateur le dépose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs, qui est le discours entre guillemets que prononce le sénateur dans l'hémicycle pour défendre son amendement. Et ça, c'est soit le collaborateur législatif ou alors le collaborateur en charge de la communication qui le rédige. Et ensuite... Mais moi, je pensais que c'était des interventions spontanées. Non. Moi, je pensais que, je sais pas moi, pendant les échanges, les débats à l'Assemblée, l'élu a une idée et tac, prend le micro et défend son idée comme ça. Ça peut arriver, je te dis pas le contraire, ça peut arriver où dans l'hémicycle, il y a un opposant qui fait une réflexion ou qui s'exprime et on se rend compte que nous on considère que c'est pas juste ou qu'on n'est pas d'accord. Là, le sénateur peut se lever et dire il défend une position qui est à lui. Mais par exemple, quand il y a ce qu'on appelle les questions au gouvernement, qui se passe le mardi à l'Assemblée nationale et le mercredi au Sénat, ça c'est préparé. On sait qui sont les ministres qui seront présents. Et donc, on demande au groupe, le groupe à laquelle on appartient au Parlement, est-ce qu'on peut poser une question à ce ministre? Et c'est le collaborateur, avec le sénateur bien sûr, le sénateur qui donne les idées, et avec le collaborateur, ils rédigent ensemble l'intervention de la question et de la réponse aussi, s'il y a une réponse qu'on peut apporter au ministre. Dis donc. Et c'est pareil pour lorsqu'il y a un débat sur un projet de loi. Parce que le sénateur a son amendement et ensuite il doit défendre son amendement. Et donc la défense de son amendement, il le prépare en amont avec le collaborateur qui rédige le discours. Voilà. Ok. Donc, à quel moment tu enfiles ta première casquette d'assistant parlementaire? C'est lorsque Clément Beaune est élu. Et une fois qu'il est élu, donc le président lui propose de devenir ministre. Et lorsqu'un député ou sénateur devient ministre, c'est sa suppléante qui prend sa place à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que lorsqu'on élit un député, c'est un député à deux têtes. C'est qu'il y a toujours un suppléant. Au cas où le député n'est pas en mesure, tu sais, c'est un peu comme Miss Réunion et sa dauphine. Si Miss Réunion est malade, c'est sa dauphine qui la représente. Donc c'est un peu Quel exemple. C'est ma passion pour la mode et la politique. C'est clairement voilà. ça. Donc voilà, c'est lorsqu'il devient ministre, sa suppléante me propose de la rejoindre à l'Assemblée nationale pour travailler à ses côtés. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis le sénateur de la Réunion est élu, et en fait moi je vois aussi à travers l'élection du sénateur de la Réunion l'opportunité de pouvoir travailler pour mon territoire. Bien sûr. Parce que voilà, je suis ultramarin, mais je travaillais avec une députée de Paris, non pas que ça me déplaisait, mais j'avais aussi ce côté de me dire si je peux travailler avec un élu de mon territoire, c'est encore mieux parce que ça me permet de travailler sur les sujets qui concernent mon territoire. Oui, petite connexion avec les problématiques que peuvent rencontrer notre île, quoi. Exactement. Et donc voilà, ça s'est fait en 15 minutes. J'ai contacté le sénateur et je lui dis voilà, je suis un petit Réunionnais qui est dans la sphère politique macroniste comme on dit là-bas. Et voilà, j'aimerais bien vous accompagner, vous aider en étant sur Paris et faire le boulot qu'il y a à faire pour vous. Ça a plutôt bien matché. Qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Il était très content de voir qu'il y avait un petit Réunionnais dans l'environnement parlementaire. Et je pense que ce qui a joué aussi en ma faveur, c'est que, je vais me permettre de le dire, dans les candidats, il y avait que des métropolitains et j'étais le seul créole. Oui, donc oui. je pense que ça a aussi joué, où il s'est dit, en fait, je vais aussi mettre en avant un profil de chez moi, plutôt que de mettre un petit, excusez-moi de l'expression, mais un petit bourgeois qui a fait Sciences Po. Ouais. Et ça sera plus simple aussi pour lui. Exactement, parce que je connaissais déjà les problématiques du territoire. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais je précise juste que le sénateur dont on parle, c'est Stéphane Foissin, ancien maire de Salazie. Oui. Exactement. Comment est-ce que vous gérez les situations un peu de crise, les polémiques? Exemple qui me vient en tête, Jean-Hugues Rattenon qui fait un accident de la route et le Canard enchaîné sort l'information en disant, si mes souvenirs sont bons, qu'il était
sous effet de. Oui, voilà, il était en état d'ébriété. C'est ça. Voilà, et que en plus il aurait sorti sa carte parlementaire pour son immunité parlementaire pour ne pas faire les éthylotestes, etc., etc. Comment est-ce que les équipes de Jean-Hugues Rathenau, à ton avis, ont pu gérer cette situation? Est-ce qu'il y a une réunion de crise juste après que l'information soit sortie, ou il y a une réunion de crise en amont? Les gars, j'ai fait un accident, ça va être un peu... Déjà, on fonctionne par boucle. Chaque élu a une boucle avec tous ses collaborateurs, et en temps réel, il nous informe de ce qui se passe. Enfin, du moins dans mon équipe, ça se passe. Une comme boucle, ça. C'est-à-dire un groupe WhatsApp? Sur WhatsApp, sur Telegram, ou alors sur e-message aussi. Enfin, il y a un groupe sur une application de discussion. Et nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, la chance que j'ai eue, c'est que tous les élus avec qui j'ai travaillé, je n'ai jamais eu à gérer de crise. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose dans la carrière d'un attaché de presse, mais pour l'instant, j'ai pas eu de grosses crises à gérer. C'est une bonne chose, je pense, ne pas être attaché à quelque chose de... assimilé plutôt. Il y a un petit challenge aussi en tant qu'attaché de presse. On se dit, je veux dire, un attaché de presse qui a connu des crises, on se dit c'est aussi un attaché de presse qui saura gérer des crises. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore eu à gérer une énorme crise comme ça, mais de ce que je peux imaginer en tant que collaborateur parlementaire, c'est que du coup son collaborateur lui a fait parvenir des éléments de langage. Après, il y a quelque chose aussi qui reste, c'est que l'élu est libre. Il fait ce qu'il veut. Donc le collaborateur peut le conseiller de faire des choses, mais en fin de compte, c'est l'élu qui prend la décision parce que c'est lui qui est élu. Oui. Je disais crise. Il y a peut-être une crise sur laquelle j'ai travaillé qui était la dernière dissolution. Ah oui, sacrée crise celle-là. Oui. Je pense déjà personne s'y attendait. Ouais. Même les collaborateurs qui sont dans le milieu présidentiel, ceux qui travaillent pour le parti présidentiel, personne n'était au courant. Et donc là, soir des résultats des européennes, on est tous devant le grand écran qui a été monté pour la liste présidentielle. Et là, on voit que le président de la République dit l'article 16 de la Constitution, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, on s'est tous regardés. Et on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et là, les coups de fil, les téléphones se mettent à sonner. Il y a des réunions de crise qui se mettent en place. Voilà, ça dure toute la nuit. Et toi, à ce moment-là, tu travaillais pour qui? Je travaillais pour Stéphane Fouessin. Voilà. Voilà. Il était concerné? Il est sénateur? Oui, il est sénateur. Quand on dissout l'Assemblée nationale, ça impacte aussi le sénateur n'est pas Chambre. impacté. Le Sénat, lui, n'est pas impacté parce que voilà, le Sénat, ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Oui. Élus, les élus municipaux, départementaux, régionaux. Mais on est quand même impacté parce que j'ai cette double casquette qui est d'être engagé dans un parti et travailler pour un sénateur. Et donc voilà, toute la nuit, on travaille sur des éléments de langage, sur qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes. Et c'est par la suite que vous recevez des communiqués de presse ou des petits messages de nous, voilà. Tu évoquais souvent ces éléments de langage, tu en parles assez régulièrement depuis tout à l'heure. Comment est-ce que on apprend à les utiliser? Est-ce que c'est à l'école qu'on vous apprend tout ça? L'école nous apprend à faire des communiqués de presse, à rédiger des dossiers de presse. L'élément de langage, contrairement à ce que les gens peuvent croire, il ne s'agit pas de mensonge. L'élément de langage, c'est un fait factuel qu'on embellit. Oui. Voilà, qu'on embellit. Légère touche de manipulation. Non, pas vraiment. Comme je te dis, par exemple, avec Édouard Philippe, quand les journalistes lui posaient la question, est-ce que vous êtes candidat, pour ne pas dire oui ou pour ne pas dire non, on trouve une phrase dans le juste milieu qui est je m'y prépare. Ouais. Donc ça dit je vais peut-être y aller. Ou je prépare peut-être le terrain pour quelqu'un d'autre. Tu vois, donc tu laisses entendre que oui. Exactement. Mais tu n'as pas dit oui. Exactement. Donc c'est un peu ça l'élément de langage. Et puis chaque collaborateur a sa façon à lui de faire un élément de langage. Moi par exemple j'aime bien l'humour. Donc j'essaye de trouver quelque chose qui pique un peu ou qui va faire rigoler les gens. Donc ça vient comme ça dépend des sujets. Tu vois par exemple là je vais me permettre sur la crise mahoraise, j'ai pas eu à travailler dessus sur la crise actuellement à Mayotte avec le cyclone. Là on va pas utiliser l'humour. Ouais. Ça dépend. Ouais, ça serait inapproprié. C'est ça, voilà. Ça dépend de la crise, ça dépend du sujet. Et ça dépend de l'élu, parce que encore une fois, le collaborateur ou le conseiller, il est là pour apporter son aide. Il propose des choses, et c'est à l'élu, en fin de compte, de décider est-ce qu'il veut l'utiliser ou pas. Oui. À ton avis, puisque tu parles de
de Mayotte, une actualité qui n'est pas du tout drôle, mais c'est juste la question que je m'apprête à te poser qui est un peu voilà, le président Macron qui a fait une sortie en disant aux Mahorais soyez contents en gros d'être, j'ai plus la formule exacte. Je peux te dire que c'est une erreur d'élément de langage. Oui, il a dit, je crois, si ce n'était pas la France, vous serez 10 000 fois plus dans la merde. Quelque chose comme ça, hein, j'ai grossi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je n'avais plus la phrase en tête, mais c'est vrai que je l'ai répété assez souvent ces 2 derniers jours. Mais et donc oui. Donc pour toi c'est une erreur de. Déjà pour moi, mais c'est la vision que je me fais. Je n'aurais pas envoyé un président de la République face à des gens en colère. Parce qu'on ne peut pas maîtriser la colère des gens et on ne peut pas forcément aussi maîtriser sa colère. Je n'excuse pas le président, ce qu'il a dit, moi je l'assume, il fallait pas le dire. C'est pas quelque chose qu'on dit aux gens, surtout dans une période de crise et de détresse. Je pense juste que c'est une erreur. Je pense qu'on fait tous des erreurs. Même moi, ça m'arrive dans des communiqués de presse de faire. C'est pas des erreurs de cet ordre, mais on fait tous des erreurs. Oui. Là, il y a eu un gros lâcher prise. Là, après, je pense que la pression. Enfin, c'est vrai que c'est pas pour défendre les hommes politiques, mais les gens. Tu vois, par exemple, le président de la République, moi, à chaque fois que je vois les trucs, je me dis, en fait, les gens se rendent pas compte qu'il a quand même la responsabilité de 68 millions de personnes. C'est quand même quelque chose où il faut soit avoir les épaules, soit être fou, je pense. Il y a l'humain aussi derrière la casquette du président. Il faut pas oublier que ça reste des gens, que ce soit les ministres et tout. Je les excuse pas, hein, que ce soit les élus de gauche, de droite, d'extrême gauche, ça reste des humains. Quand moi, par exemple, je passe ma vie sur les réseaux sociaux et à lire la presse, parce que ça fait partie intégrante de mon travail. Quand je vois les insultes ou les choses comme ça, je suis en mode oula. Même moi, en tant que collaborateur, des fois, ça me touche. Le nombre de fois où j'ai supprimé mon compte Twitter parce que je voyais des tweets où c'était complètement anxiogène, où je me mettais à transpirer, à faire des petites crises d'angoisse. Parce que comme c'est nous qui gérons les réseaux sociaux de ces élus, on a l'impression que c'est pour nous. Mais voilà, il y a des erreurs qui sont faites. Et puis connaissant Macron, qui aime bien aller au combat, je pense que lui aussi, enfin, il aime bien. Quand on se dit, il adore cogner, il aime bien le face à face. Donc je pense que ses conseillers n'ont pas eu le choix. Oui. Je pense que c'est lui qui s'est dit vas-y, je vais y aller. Oui, puis des sorties comme ça, Emmanuel Macron. Il en a fait quelques-unes, c'est vrai. Ouais. Bon, revenons un peu à toi, à ton parcours, à ton métier d'attaché parlementaire. Est-ce qu'on envisage une carrière dans la politique pure et dure quand on est attaché parlementaire? Quelque part, oui. C'est tentant, c'est très tentant, parce que j'ai un exemple, des fois on propose quelque chose à son élu et son élu est pas d'accord. Au fond de toi, tu te dis, oh mon Dieu, mais si c'était moi qui étais à sa place, j'aurais fait les choses de cette façon ou de cette façon. Donc il y a cette tentation de se dire, pourquoi pas? Moi, je ne cache pas que j'ai des ambitions, mais je n'ai pas des ambitions politiques. Dans le sens où je me vois plutôt technique. Mon plus grand rêve, on va dire, d'enfant que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est d'être le premier ultramarin ministre de la Culture. Oh. Mais je ne veux pas être un ministre politique. Je veux pas être dans la partie politique. Moi, je veux être dans la partie technique, dans le sens où je veux apporter des réponses techniques aux problématiques. J'ai pas envie d'en faire un combat politique, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais la nuance, dans réponse technique, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tu vois, par exemple, les ministres, t'as des ministres qui sont issus de la société civile, ça veut dire que ce sont des ministres qui ont travaillé dans le secteur du portefeuille qu'ils ont en devenant ministre. Oui. Moi, j'ai plutôt envie d'aller travailler pour un grand musée, pour une association dans la culture, promouvoir la culture et donc me faire un réseau dans la culture, connaître l'économie, l'écosystème de la culture pour ensuite devenir un profil technique qui pourra apporter des réponses techniques et non pas des réponses politiques. Waouh. Donc voilà, je sais que ça peut paraître utopique, hein, mais moi j'y crois et c'est parce que j'ai toujours cru que j'ai la fierté de dire tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Donc, et voilà. il faut y croire, il faut y croire. Et c'est le message que j'ai pour tous les jeunes aussi. Croyez. S'il faut défoncer les portes, défoncez les portes. S'il faut se battre pour ce que vous croyez, battez-vous. Voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Hein. Je pense que dans quelques années, on se retrouvera dans cette émission encore ou une autre d'ailleurs, pour à nouveau revenir sur ce que tu auras accompli parce que je sens énormément de détermination dans tes mots et c'est beau, franchement. Merci beaucoup. Et écoute,
Si ça se produit et si un jour je suis ministre de la Culture, la première interview que je donnerai à La Réunion, ça sera à toi. Vous êtes témoin. Exactement. Vous êtes témoin, les auditeurs. Moi, je ressortirai cet épisode et j'hésiterai pas. Hein. Pas de souci. Je tiens toujours mes paroles. Voilà. Bon, donc, je te fais confiance. Voilà. T'as des anecdotes au sein de ces institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, quelque chose qui t'a marqué? Une anecdote vraiment que j'ai, c'est d'avoir vu mon premier 49.3, d'avoir assisté au premier 49.3 qui était au moment des retraites, de la loi retraite. Ouais, Elisabeth Borne. Exactement. Donc ça, c'est, je pense, le truc le plus marquant de mon passage au Parlement, c'était d'avoir vu un 49.3 sur un aussi gros sujet. Et c'est quoi l'ambiance? Est-ce que toi tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Oui. Par exemple, quand Elisabeth Borne quitte Matignon pour venir à l'Assemblée nationale, tu sens qu'il y a une tension qui monte, tu sens qu'il y a les journalistes partout, ça bouillonne de partout, ils posent des questions de partout, ils te demandent où est ton député, est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va... Ça, oui, c'était la première fois que j'ai senti, et il y a aussi une forme d'adrénaline, dans le sens où tu sens le truc monter, tu te dis là, ça va être un moment un peu historique. Tu vois ce que je veux dire, ça va être... Ouais. Et moi, c'est surtout ça aussi qui me touche, c'est que je me dis, en fait, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de vivre des moments qui vont marquer notre pays. Donc, il y a aussi cette partie-là. Et oui, l'anecdote que j'ai, c'est vraiment d'avoir vécu ce premier 49.3. Donc voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour après? Et surtout que dans la politique, il y a une grosse période, enfin, il y a beaucoup d'instabilité. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait de l'instabilité, notamment pour les collaborateurs, parce que, par exemple, dès qu'un élu perd sa place d'élu, c'est toute son équipe qui se retrouve au chômage. Ouais. Donc, et moi, j'ai un peu flairé le truc, parce que j'ai quitté les équipes de Clément Beaune et de Clara Chassagnol, sa suppléante, en octobre de l'année dernière, pour rejoindre Stéphane Foissin. Et quelques temps après, il était plus à l'Assemblée nationale. Donc, si j'étais resté avec ses équipes à lui, j'aurais été au chômage aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir aussi, je pense, analyser son temps. Enfin, voir... c'est là la partie où on est aussi des politiques, c'est qu'il faut qu'on analyse la société, comprendre ce qui va se passer pour pouvoir bien conseiller l'élu et aussi soit s'en sortir d'une certaine façon. En tout cas, merci Bradley d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Franchement, impressionné. Merci à toi de m'avoir convié. Voilà. Et moi, j'ai juste un seul mot pour terminer, c'est bravo. Merci. Bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu as fait jusqu'ici. Et on se connaissait pas plus que ça, mais c'est vrai que quand tu me parles de ce que tu as fait, de ce que tu fais, de tes ambitions, j'en ai la chair de poule et je me dis waouh. Merci beaucoup. C'est beau de voir un jeune aussi déterminé, aussi passionné, aussi ambitieux. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait, ce ministère de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, écoute, je ferai tout ce qu'il faut pour, parce que à travers mon ambition personnelle, je sais que je porte aussi les rêves d'une nouvelle génération d'un territoire d'outre-mer. Enfin, c'est pas uniquement lorsqu'il y a Miss France qu'on doit être fier d'avoir une Réunionnaise en métropole. On soit fier tout le temps. Il y a déjà des Réunionnais à Paris qui font des trucs géniaux. Moi, je suis pas mal de Réunionnais sur LinkedIn qui font des trucs super, que ce soit à Paris, à Lyon, à Lille ou ici. Mais c'est vrai que moi, je conseille aussi pas mal aux jeunes Réunionnais de bouger un peu. Allez voir, ouvrez-vous au monde, et c'est ça vous permettra de revenir et d'apporter encore plus de richesse à votre territoire. Ça, c'est un autre petit message aussi. Je pense que en tant que jeune, il faut qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir ensuite venir se confronter aux réalités de chez nous, je pense. En parlant de richesse, dernière petite question. Tu vois où je veux en venir. Oui, je vois où tu veux en venir. Combien gagne un attaché parlementaire? Ça dépend. En gros, pour vous expliquer, les élus parlementaires, ils ont plusieurs enveloppes. Il y a une enveloppe pour les transports, parce que forcément, ils font les allers-retours entre la circonscription et Paris. Ils ont une enveloppe pour les collaborateurs qui est à hauteur de 9 000 €, je crois. Et c'est à eux de le diviser en fonction des collaborateurs qu'ils ont et en fonction de la responsabilité de chaque collaborateur. D'accord. Donc ça dépend. Ce que je touche avec Foissin, c'est pas ce que je touchais avec un autre. Okay. Ça dépend vraiment du sénateur, pardon, de l'élu, pardon. Ça dépend vraiment La question te met mal à l'aise. Non, un peu. C'est vrai que, enfin voilà, forcément la question pécuniaire. Oui. Non, mais je comprends. Mais non, faut pas croire qu'on est riche. Vraiment, ça c'est quelque chose, c'est un autre message encore.
on n'est pas riche en faisant de la politique. Ouais. Et pour venir d'un pays comme Maurice, justement, où je vais me permettre de le dire, la corruption est corruption est reine, en France, c'est pas avec la politique qu'on s'enrichit. Il y a quelques têtes qui trouvent le moyen de faire des détournements de fonds publics, hein, je dis pas le contraire. Mais les conseillers, nous du moins les conseillers politiques, c'est pas comme ça qu'on se fait une richesse. Hein. Croyez-moi que avec l'expérience que j'ai, si je vais dans le privé, je gagne le double, le triple de ce que je gagne là. Ouais. Ouais, il faut vraiment. Et juste pour qu'on ait une idée, pas forcément ton salaire. Hein. Oui, allez, on va dire que. Est-ce que c'est le SMIC ou c'est un peu plus que le SMIC ou c'est plus que le SMIC. C'est plus que c'est largement plus que le SMIC ou c'est C'est des grilles. C'est un peu comme dans la fonction publique. D'accord. C'est des grilles. Moi, j'ai de la chance de pouvoir. Je suis quand même bien, je m'en plains pas parce que voilà, j'ai fait 7 ans d'études. Enfin, je sais, je négocie aussi, on négocie aussi nos salaires. Hein. Moi, je sais que j'ai fait des prêts pour pouvoir faire mes études, des choses comme ça, enfin, pour pouvoir déménager à Paris et tout. Donc, c'est aussi une façon de rembourser mon prêt. Donc, je vais négocier au moment de l'entretien pour dire, bah voilà, j'ai fait tant d'années d'études, je suis prêt à m'engager avec vous corps et âme, mais à condition que j'ai une rémunération, surtout qu'on vit à Paris. Enfin, pour une grande majorité des collaborateurs, on vit à Paris. Le loyer, la vie est chère dans les Outre-mer, je dis pas le contraire. Hein. À Paris, je veux dire, oui, on connaît. C'est le loyer, par exemple, à 20 mètres carrés à 1 200 €. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je considère qu'on n'est pas riche en tant que collaborateur parlementaire. Mais voilà, je gagne plus que le SMIC. Et voilà ce que je peux te dire. Bon, bah c'est sur cette question qu'on va clôturer cet épisode de podcast. Merci encore une fois. Je vais juste te laisser nous donner le mot-clé du jour, parce que c'est vrai que dans chaque épisode, on donne un mot-clé aux auditeurs pour être sûr qu'ils ont écouté l'intégralité de cet entretien, parce que c'est vrai qu'on a quand même raconté pas mal de choses. Hein. Oui, ça serait dommage qu'ils nous aient quittés au bout de 15 minutes. Donc, Bradley, est-ce que tu peux nous donner le mot-clé du jour ? Le mot-clé du jour est engagement. Je ne te demanderai pas pourquoi. Voilà. Bon, bah écoutez, engagement en commentaire si vous nous écoutez sur Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre une étoile au podcast. Bien sûr, allez-y, mettez des j'aime, réagissez, partagez. Voilà. Donnez-lui de la force, comme on dit. Et dites-nous si vous avez envie de voir, je sais pas moi, n'importe quel autre professionnel sur le podcast, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur tel ou tel métier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, on va clôturer enfin cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines à peu près en compagnie d'une nouvelle personnalité. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.